Bienvenue dans le débat consacré au Proche-Orient, alors que le chef du renseignement militaire israélien, Aaron Haliva, a présenté sa démission en assumant sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque du Hamas du 7 octobre. C'est la première fois qu'un haut responsable politique ou militaire israélien démissionne depuis le début du conflit. Une démission après 38 ans de carrière militaire, dans un contexte où Benyamin Netanyahou promet de porter de nouveau un coup dur au Hamas dans les prochains jours, avec une entrée dans Rafah, dont la date a été fixée, a affirmé le Premier ministre israélien. Par ailleurs, les États-Unis pourraient imposer des sanctions à une unité de l'armée israélienne formée en grande partie de soldats ultra-orthodoxes soupçonnés par Washington d'exactions contre des Palestiniens en Cisjordanie. Le rapport sur l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, est l'autre actualité quasiment du jour. Il a été rendu public hier et il souligne les problèmes de neutralité de l'agence onusienne, mais il dit aussi qu'Israël n'a pas apporté la preuve que certains de ses salariés étaient des terroristes. Cette agence est irremplaçable et indispensable, ajoute le rapport remis au chef des Nations Unies par Catherine Colonna, l'ancienne ministre des Affaires étrangères française. Alors on va revenir sur cette démission du chef du renseignement en Israël. Est-ce qu'elle relance le débat sur les responsabilités des militaires, mais aussi des politiques en Israël dans l'attaque du Hamas du 7 octobre? On va revenir sur l'UNRWA. Qu'apporte finalement ce rapport? Est-ce qu'il peut convaincre les États-Unis à reprendre leur financement de l'agence onusienne? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexandra Schwarzbro. Bonsoir. Directrice adjointe de la rédaction de Libération, autrice de Éclat. Donc ça, c'est votre dernier livre, Alexandra, un livre assez autobiographique, et c'est au Mercure de France. Bienvenue. Henri Laurens est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, et puis auteur de La question de la Palestine. Et c'est en 5 tomes, et c'est chez Fayard. Bienvenue. Nous avons par Skype de Tel Aviv Éléonore Veil, bonsoir, journaliste indépendante. Vous étiez également journaliste au quotidien Haaretz. Bienvenue à vous. Ofer Bronstein était également avec nous ce soir, chargé de mission pour le rapprochement israélo-palestinien, nommé par Emmanuel Macron, président du Forum international pour la paix, également ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Merci Ofer Bronstein d'être avec nous ce soir. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord d'écouter des manifestants israéliens, des opposants à Benyamin Netanyahou. C'était à Tel Aviv samedi dernier. Il n'y a absolument aucune raison de penser que Netanyahou souhaite le retour des otages. Il veut que la guerre continue à cause de son procès et il se fiche des otages. Il s'en fiche complètement. Le problème des otages est sûrement dû aux efforts de Netanyahou pour ne rien faire, car il veut garder son gouvernement et sa coalition. Il perdra sa coalition s'il fait le moindre geste envers le Hamas afin de libérer les otages. Nous ne pouvons pas célébrer Pâques tant que les otages ne sont pas ramenés à la maison. Sans les otages, nous n'aurons pas la liberté. Et sans eux, l'État ne peut pas exister. Ces Israéliens qui demandent la démission de Netanyahou alors que ça fait 200 jours, jour pour jour, que les otages ont été enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre dernier. C'est donc aussi dans ce contexte que cette démission du chef du renseignement militaire israélien Aaron Haliva a lieu. Dans sa lettre de démission, il a écrit, je cite, « Le service de renseignement placé sous mon commandement n'a pas rempli la mission nous ayant été confiée. Je porte avec moi ce jour noir depuis, jour après jour, nuit après nuit, je porterai toujours cette terrible douleur. » C'est ce qu'il a ajouté donc avant d'annoncer son départ. Éléonore Veil, d'abord, est-ce une surprise cette démission? Et on est surpris en tout cas de ne pas voir de réaction politique sur place. Je ne peux pas dire que c'est une surprise, puisque ça fait des semaines que des rumeurs circulaient au sujet de la démission de Aaron Haliva. Il y a eu un contexte assez compliqué qui a retardé l'annonce de cette démission, notamment l'attaque de l'Iran sur Israël et les tensions avec l'Iran. Aujourd'hui, c'est, vous l'avez dit, le premier haut fonctionnaire à démissionner depuis 7 octobre.
On sent bien que le compte à rebours a commencé pour le reste de l'échelon militaire et de la communauté des renseignements. On s'attend à d'autres démissions dans la foulée, en tout cas dans cette communauté des renseignements et militaires, peut-être pas encore politique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans la lettre de démission de Aaron Haliva, il demande une commission d'enquête indépendante. On peut l'interpréter comme une sorte de pied de nez à Benjamin Netanyahou, qui a refusé depuis 7 octobre de prendre ses responsabilités de manière officielle. Et donc oui, effectivement, ça marque un tournant et ça marque aussi la prise de responsabilité au sujet de ce qu'on appelle en Israël la conception, si vous voulez. C'est une sorte d'aveuglement en fait, conceptuel de la doctrine, la remise en question de la doctrine de Tsahal et des renseignements qui se reflétait par voir le Hamas comme affaibli, comme plus modéré pour se concentrer sur le djihad islamique et penser que le Hamas, d'une part, n'avait pas les forces et les forces opératives nécessaires à mener des opérations de cette ampleur-ci, et puis d'une seconde part de penser que le Hamas n'était plus intéressé à un conflit armé direct avec Israël. Ofer Bronstein, qui était-il pour que le téléspectateur se rende compte? 38 ans de carrière militaire, c'est ça, le général Haliva, il fait un vrai mea culpa, il endosse sa part de responsabilité. Qu'est-ce qui l'a poussé, à votre avis, à démissionner? Tout d'abord, Aaron Haliva était vraiment un militaire de carrière. Il a fait son circuit dans l'armée et selon les militaires et selon ceux qui l'ont nommé, était parfait. Mais à la tête des services de renseignement militaire, il a assumé l'échec du 7 octobre. Mais je veux vous rappeler que juste après le 7 octobre, le chef d'état-major, le chef des renseignements israéliens, le Shabak, et les généraux, le général en charge du sud d'Israël, Aaron Haliva en charge des renseignements, et d'autres, avaient déjà dit qu'après la guerre, ils assumeraient leurs responsabilités. Donc il était attendu que cela démissionne. Ils ont eu le courage de le faire, et vaut mieux d'ailleurs qu'ils le fassent, et ne pas attendre qu'une commission d'enquête les limoge et peut-être les attaque en justice. Une commission d'enquête indépendante qui va être créée de toute façon a les moyens, a juridiquement la possibilité aussi de demander à ce que certains... Mais elle n'a pas été créée, Ofer Bronstein, encore, cette commission d'enquête. Ce que dit Netanyahou et ce que dit le gouvernement, c'est que tant qu'il y a la guerre, on ne peut pas la créer parce qu'on fait la guerre. Alors il est possible qu'ils ont un intérêt aussi à faire pousser les choses au maximum, mais cette commission d'enquête indépendante sera créée demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. Et elle, ça durera peut-être un moment pour qu'elle ait tous les éléments nécessaires pour tirer des conclusions. Mais on l'a vu déjà dans le passé. La commission d'enquête sur Sabra et Shatila, Ariel Sharon, qui était à l'époque ministre de la Défense, on a payé le prix. La commission d'enquête de la guerre de Kippour, Golda Meir et presque toute, à la fois politique et militaire, les leaders ont payé leur prix. Les commissions d'enquête en Israël ne font pas de réduction et font leur travail d'une façon cohérente, intense et qui est coûteuse politiquement pour certains. Netanyahou ne veut pas de cette commission parce que cette fois-ci, il ne peut pas dire si j'étais en coalition, si je n'étais pas le seul, je n'ai pas fait attention. C'était lui qui était le chauffeur du bus, c'était lui qui était responsable. C'était lui qui était aux manettes. Donc il risque de devoir aussi rendre des comptes, Benjamin Netanyahou. Alexandra Schwarzbro, un mot avant de revenir justement sur l'impact politique. Effectivement, on se dit, si le général Haliva démissionne, il y en aura d'autres probablement, parce que pourquoi lui rend-il des comptes et pas d'autres? Alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les responsables du renseignement israélien avaient eu vent, avaient en main le projet du Hamas, qui s'appelle Mur de Jéricho, qu'ils avaient vu passer, mais ils n'en ont pas tenu compte, ce qui est quand même gravissime. Et puis surtout, il y a cette histoire de cette jeune analyste militaire de l'unité 8200, qui avait intercepté des communications, qui avait prévenu ses supérieurs qu'une opération d'ampleur allait se passer, et personne n'en a tenu compte. Donc, si vous voulez, vraiment, c'est tout l'appareil du renseignement militaire qui est sur la sellette. Et je pense, en effet, que cette première démission va en entraîner d'autres. Apparemment, il y a aussi, hors du renseignement, je crois qu'il y a un responsable militaire de Tsahal en Cisjordanie qui a annoncé aussi qu'il allait démissionner cet été. Donc, si vous voulez, ça va avoir un effet d'entraînement. Ceux qui sont concernés ne pourront pas décemment
continuer à faire comme si de rien n'était, et ça risque de provoquer un gros chamboulement à la tête du renseignement et de l'armée. La seule chose, c'est qu'en effet, Israël est actuellement en guerre contre le Hamas, mais aussi contre l'Iran, même si c'est une guerre de l'ombre, qui est devenue un peu moins de l'ombre ces dernières semaines. Et donc c'est vrai que c'est compliqué pour Israël d'enlever la tête du renseignement et de l'armée israélienne. Donc je pense que ça va se faire de façon un peu comme ça, un peu au fil des semaines, petit à petit, le temps de pouvoir remplacer les responsables. Henri Laurens. Peu à peu, il va y avoir effectivement d'autres démissions. De toute façon, il y aura une commission d'enquête. C'est un héritage du mandat britannique. Dès 1920, à chaque fois qu'il y a eu un gros problème, une violence, il y a eu des commissions d'enquête. Et donc, l'histoire du mandat britannique sur la Palestine est parsemée de commissions d'enquête. Et les Israéliens s'inscrivent dans cette continuité avec l'administration coloniale britannique. Elle s'attaquera plus aux responsabilités politiques, cette commission d'enquête. Oui et non. Les précédentes sont souvent plus techniques en disant on aurait dû faire ceci plutôt que cela. Mais si vous prenez par exemple la commission d'enquête sur Sabra et Shatila, elle traite les Palestiniens de terroristes. Donc on ne voit pas tellement la différence avec les gens qui ont commis le massacre. Mais ce qui compte, c'est vraiment le fait que ce soit des commissions indépendantes du pouvoir et qui ont un pouvoir de jugement. Pour le reste, c'est toujours la même chose. Moi, je dis, des historiens peuvent prédire facilement le passé, moi aussi. Les gens, aujourd'hui, peuvent prédire ce qui s'est passé le 7 octobre, mais un service de renseignement ou un journaliste, il a des informations antagonistes, contraires. Oui, mais enfin, lorsqu'il a des informations, il peut prendre des décisions. Oui, non, mais encore une fois, il y a 15 ou 20 ou 50 virtualités possibles. Il y en a une qui se réalise. Et ensuite, on dira, il fallait l'avoir, celle-là. Mais là, je pense que là, il y a des têtes qui vont tomber. Ça paraît sur la conception générale, c'est évident. Puis, ne serait-ce le fait que l'essentiel de l'armée israélienne était en Cisjordanie et pas du côté de Gaza à ce moment-là. Donc ça, c'est une des responsabilités d'ailleurs de Benyamin Netanyahou, d'avoir envoyé une partie justement de l'armée en Cisjordanie au lieu de la laisser justement à Gaza. Gaza, oui. Pour protéger les colons. Oui. Ofer Bronstein, vous vouliez réagir? Oui, tout d'abord sur Sabra et Shatila, je voudrais quand même remettre certains faits historiques. L'armée israélienne n'a pas été celle qui a commis les massacres de Sabra et Shatila. C'est les phalangistes chrétiens qui les ont commis. Israël a allumé les portes, a ouvert les portes, a allumé les lumières, leur a permis de faire pendant trois jours un massacre terrible. Mais c'est pour justement avoir laissé faire qu'il y a eu une commission d'enquête. Elle n'a pas été technique. Le ministre des Affaires et de la Défense a payé de sa tête, Ariel Sharon. On n'avait pas prévu, d'ailleurs la commission d'enquête n'avait pas prévu qu'il pouvait devenir Premier ministre, mais qu'il ne pouvait plus être ministre de la Défense. Parce que personne ne pensait qu'il allait devenir Premier ministre 20 ans après. Des soldats, des militaires ont payé de leur tête, des politiciens ont payé de leur tête. Donc ce n'est pas du tout technique. Mais lorsqu'Henri Laurens dit finalement il y a beaucoup d'informations lorsqu'on est chef du renseignement et puis a priori ça peut arriver qu'on passe à côté, quelle est votre réaction quand vous entendez ça? Mais finalement ils ont péché par quoi? C'est l'hubris? On dit toujours que c'est l'hubris dans ces cas-là. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines à Paris lors d'une des rencontres que les Israéliens avaient avec leurs homologues de la région. Et ils avouent, je crois qu'il y avait de l'arrogance. Le Hamas a été très fort pour endormir les Israéliens, pour leur dire nous on n'est pas intéressés. D'ailleurs on l'a vu, les semaines qui ont précédé le 7 octobre, les seuls qui lançaient de temps en temps des missiles, c'était le djihad islamique. Le Hamas était tranquille. Et au contraire, Israël continuait à faire venir les 35 millions de dollars du Qatar, à leur permettre de faire entrer des marchandises. Donc je pense que les Israéliens se sont endormis. Bien que, Alexandra l'a dit... Les Israéliens ou la classe politique israélienne ou Benyamin Netanyahou? Écoutez, au niveau des informations, c'est les informations militaires, le général Khalawa qui est responsable. Ensuite, il y a le Shabak, les renseignements israéliens qui sont très puissants, qui sont présents, qui en sont responsables, et bien entendu la classe politique. Donc les informations proviennent de plusieurs... on ne peut pas dire celle-là a manqué et l'autre existait. Et de plus, je voulais ajouter à ce que Alexandra a dit tout à l'heure,
les services égyptiens prétendent avoir prévenu Netanyahou que quelque chose se préparait. La CIA prétend avoir prévenu Netanyahou que quelque chose se préparait. Je pense qu'il y a eu de l'arrogance du côté israélien. Jamais ils pensaient que jamais cette bande de petits voyous avec leur motocyclette était capable de commettre une opération terroriste de cette envergure qu'Israël n'a jamais connue. Écoutez, Israël est en guerre déjà depuis 7 mois. Rarement Israël était en guerre avec des armées, et pas une, plusieurs, et aussi longtemps que ça. Donc... Léonore Veil, juste pour terminer justement sur Benyamin Netanyahou, est-ce qu'il va devoir rendre des comptes à un moment donné? Sûr. C'est bien là le problème. Oui, il va devoir rendre des comptes, mais Benjamin Netanyahou a tenu le même discours depuis le début de la guerre. Il rendra des comptes une fois que cette guerre sera terminée. Alors il faut définir qu'est-ce que ça veut dire cette guerre sera terminée. Benjamin Netanyahou répète à qui veut l'entendre que sans victoire totale, c'est-à-dire sans la destruction du Hamas, la guerre n'est pas encore terminée. Il a tout intérêt à la faire perdurer le plus possible pour rendre des comptes le plus tard possible. On voit mal Benyamin Netanyahou aujourd'hui démissionner de ses fonctions pour plusieurs raisons. Je pense qu'il faudra déjà beaucoup et Ofer Brandstein l'a répété, de démissions des renseignements dans la communauté militaire, des renseignements, etc. Je crois que Benyamin Netanyahou sera le dernier à annoncer sa démission s'il le fait, et j'en doute. Oui. Je suis tout à fait sur la même ligne qu'Éléonore. Il partira vraiment traîner dehors. Je pense qu'il s'accrochera jusqu'à la dernière seconde au pouvoir, persuadé que quelque chose, un miracle, va in extremis le sauver, comme malheureusement ça s'est produit quasiment depuis toutes ces dernières années. Il a eu un passage à vide où il a été éliminé du pouvoir, mais il a su, en s'alliant avec des gens vraiment avec des fous furieux, reprendre le pouvoir. Donc il est capable de tout. Un mot là-dessus? C'est un survivant au sens politique du terme. Et il est extrêmement dangereux. On apprend hier, en tout cas, que les États-Unis pourraient imposer des sanctions au bataillon Netza Yehuda, qui est une unité de l'armée israélienne formée en grande partie de soldats ultra-orthodoxes, soupçonnés d'exactions contre les Palestiniens en Cisjordanie. On va écouter Anthony Blinken. Faisons-nous 2 poids, 2 mesures? La réponse est non. Comme le montre clairement ce rapport, en général, lorsque nous examinons les droits de l'homme et la situation des droits de l'homme dans le monde, nous appliquons les mêmes normes à tout le monde. Et cela ne change pas que le pays en question soit un adversaire, un concurrent, un ami ou un allié. C'est extrêmement important. C'est exactement comme cela que nous avons procédé, comme nous procédons avec tout pays qui bénéficie d'une assistance militaire de la part des États-Unis. Encore une fois, la même norme s'applique. On va écouter Benny Gantz. L'État d'Israël est un pays démocratique. Il a un gouvernement, une armée, une hiérarchie. Et il me semble qu'imposer des sanctions à une unité solide, qu'elle soit justifiée ou non, n'est pas la bonne façon de procéder pour l'État d'Israël. Nous sommes le seul pays qui écoute vraiment ce que disent les États-Unis. Vous devriez simplement nous parler. Ofer Brandstein, qui sont-ils, ce bataillon Netza Yehuda? Netza Yehuda, d'ailleurs je dois rectifier, il a été posé, non, mais pas pour la langue, mais rectifié par rapport à ses origines. On l'a présenté comme étant ultra-orthodoxe. Ce n'est pas un bataillon ultra-orthodoxe. Comme vous le savez, en général, en Israël, les ultra-orthodoxes ne veulent pas servir dans l'armée. Ça n'empêche que certains servent. Ce bataillon-là, c'est surtout des colons. C'est des kippot srugot. Ce n'est pas des orthodoxes habillés tout en noir. C'est des colons qui ont des petites kippots sur la tête. Maintenant, les exactions qu'on leur reproche, c'est pas de cette guerre-là. C'est pas de ce qui se passe depuis 200 jours à Gaza. C'est des choses qu'ils ont fait apparemment il y a 2 ans. Mais moi, je pense que j'aurais bien voulu que les Américains n'aient pas un double langage. Parce que leurs soldats, eux, en Irak, je n'ai pas entendu qu'ils ont été, et d'une façon ou d'une autre, inquiétés des exactions. Donc vous êtes opposé à ces sanctions? Moi, je suis pas du tout. Au contraire, ceux qui ne respectent pas. Parce que même la guerre, c'est difficile à dire, mais même la guerre a ses lois.
ceux qui ne respectent pas ces lois, ceux qui ne respectent pas ces règles, ceux qui touchent à des innocents, ceux qui touchent à des femmes et des enfants, doivent être sanctionnés de la façon la plus dure. Moi, j'aurais voulu qu'Israël n'ait pas à attendre les Américains pour le faire, qu'Israël elle-même le fasse. Elle le fait parfois, pas assez. J'espère qu'Israël dira aux Américains, laissez-nous faire, on va s'en occuper. Si ces gens-là ont commis des exactions, ils doivent être très sévèrement punis. Eleonore Weil, on en parle dans la presse israélienne de ces sanctions américaines possibles ? Bien sûr, on en parle et on en parle avec inquiétude parce que c'est avant tout un message, hein, cette menace de sanctions. Il y a eu d'abord toute une série de sanctions contre des personnalités spécifiques qui accusées de répandre de la violence en Cisjordanie. Mais là, c'est toute une unité de l'armée qui est visée. Alors, il faut bien rappeler que Netzer Yehuda, c'est donc une unité, ce n'est pas une milice comme il en existe. Les milices, notamment d'Itamar Ben-Gvir, qui sont une sorte entre l'armée et la police. Là, il s'agit vraiment d'une partie de l'armée. Donc ce message des États-Unis, c'est d'abord l'aide n'est pas gratuite, elle ne vient plus gratuitement, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, les États-Unis ont donc approuvé encore 13 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Et puis c'est aussi peut-être le début de démarquer Israël de la Cisjordanie, puisque ce bataillon, même si il n'est plus en Cisjordanie, en tout cas toute une partie du bataillon n'est plus en Cisjordanie, puisqu'Israël l'avait déplacé déjà en décembre 2022, et d'ailleurs l'enquête américaine avait commencé bien avant le 7 octobre. Et donc c'est peut-être une manière de différencier l'armée en Israël et l'armée en Cisjordanie. Et puis c'est aussi une manière pour les Américains de montrer que peut-être ils ne font pas confiance entièrement aux institutions judiciaires israéliennes. Et là, effectivement, ça pose un gros problème pour Israël. Alexandra Schwarzbrod, donc c'est une manière pour les Américains de faire pression un peu ? Mais oui, on voit bien que depuis quelques semaines, Joe Biden commence à être assez agacé, même plus que ça, outré par l'espèce de va-t-en-guerre, jusqu'au boutisme de Benjamin Netanyahou, qui n'écoute personne, même pas le président des États-Unis. Et c'est une façon, en effet, de faire pression. Mais cela dit, il était temps. Mais comme le dit très bien Ofer Bronstein, il faudrait surtout que les Israéliens eux-mêmes sévissent auprès de ceux qui se comportent de telle façon en Cisjordanie. On a tous les yeux braqués sur l'Iran et sur Gaza, et aussi sur le Hezbollah au Liban. Mais ce qui se passe en Cisjordanie depuis des mois, et bien avant le 7 octobre aussi, mais encore plus depuis le 7 octobre, parce que comme personne ne regarde dans cette direction, tout est possible, tout est permis, et les colons appuyés par les soldats font des choses inadmissibles. C'est indigne ce qui se passe là-bas. Et il était temps que quelqu'un tape du poing sur la table, mais il vaudrait mieux que ce soit les dirigeants israéliens eux-mêmes qui tapent eux-mêmes du poing sur la table. Henri Laurent, alors cette loi, la loi américaine que cite Anthony Blinken, c'est la loi Leahy qui interdit en fait au gouvernement américain de soutenir financièrement les forces étrangères lorsqu'il existe des informations qui les impliquent dans la violation des droits de l'homme. Donc là, ils utilisent effectivement l'argument des droits de l'homme, les Américains. Oui, ils le présentent sous une forme d'automaticité. Pour le reste, il y a aussi évidemment des facteurs de politique intérieure américaine. Le Parti démocrate est très inquiet du risque de perdre le Michigan pendant les élections présidentielles. Et ils ont déjà peur que la convention démocrate qui va se tenir, je ne sais plus, cet été, reproduise celle de Chicago en 1972, en 1968, pardon, où les manifestants anti-guerre de Vietnam avaient été matraqués par la police, et ça avait fait complètement mauvais effet pour les élections présidentielles de 1968, et ça avait amené Nixon au pouvoir. Et la grande peur aujourd'hui, c'est de voir les manifestants pro-Palestine investir la convention démocrate de cet été avec toutes les télévisions devant. Ce serait la raison pour laquelle il voudrait mettre en place ces sanctions, c'est ce que vous dites. Enfin, c'est une des raisons. La politique intérieure. Ils sont très inquiets sur le plan de la politique intérieure, de la situation des campus, etc. Il y a une grande inquiétude à l'intérieur des partis démocrates sur le sujet. Le Parti démocrate est divisé. Il y a une aile gauche qui est très hostile à la politique israélienne aujourd'hui.
Le rapport sur l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a été rendu public hier et il souligne les problèmes de neutralité, je cite le rapport de l'agence onusienne, mais il dit aussi qu'Israël n'a pas apporté la preuve que certains de ses salariés étaient des terroristes. Cette agence est irremplaçable et indispensable, a ajouté le rapport. On fait d'abord un point en image avec Noémie Roche. Il était chargé d'évaluer la neutralité de l'agence pour les réfugiés palestiniens. Après des semaines de travail, le groupe d'évaluation indépendant mandaté par l'ONU et dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères a rendu ses conclusions. L'UNRWA a mis en place un nombre très important de mécanismes et de procédures pour assurer le respect des principes humanitaires de neutralité. Il y a toujours de la place pour l'amélioration et certains problèmes liés à la neutralité persistent. Des problèmes de neutralité politique, mais selon le rapport, Israël n'a pas fourni de preuves de prétendus liens de certains membres de l'UNRWA avec des organisations terroristes comme le Hamas. C'est pourtant sur la base de ces accusations que le rapport avait été commandé par l'ONU. En janvier, l'État hébreu avait accusé 12 employés de l'UNRWA d'avoir participé à l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre. Il avait ensuite accusé l'UNRWA d'employer plus de 400 terroristes dans la bande de Gaza. Des allégations qui avaient provoqué la suspension de financement de certains pays donateurs comme les États-Unis à cette agence, pourtant essentielle pour les Palestiniens selon Catherine Colonna, qui s'est exprimée au micro de France 24. L'UNRWA a un rôle indispensable, irremplaçable, vital même, je dirais, pour des millions de personnes. Et qu'il faut aider cette agence qui travaille sur un sujet très sensible, dans des conditions extrêmement difficiles, à remplir cette mission, y compris l'aider quand elle a des difficultés, à faire face aux difficultés, à faire des réformes quand il faut faire. Des conclusions critiquées par Israël qui estime que le rapport ignore la gravité du problème. L'ONU a quant à elle accepté ces recommandations et déclaré qu'un plan d'action serait mis en œuvre, tout comme le chef de l'UNRWA. Philippe Lazzarini a promis un renforcement des efforts de l'agence humanitaire pour faire face à ce qu'il considère comme l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire du peuple palestinien. Henri Lorenz, puisque vous parliez des États-Unis, est-ce que ça va convaincre les États-Unis de revenir justement financer l'UNRWA, puisqu'ils ont décidé donc de retirer leur financement? Il me semble que c'est 350 millions de dollars, donc c'est très important pour l'organisation onusienne. Ils ont souvent financé fortement l'UNRWA depuis sa création. Ils ont été de loin le premier donateur à cette institution. De toute façon, ils ne verront la question que l'année prochaine. Pour l'instant, les versements sont suspendus jusqu'en 2025 et le Congrès sera renouvelé d'ici 2025. Donc ça ne va rien changer pour cette année? Ça ne change rien pour cette année. Il faut attendre le résultat des élections américaines, pas seulement de la présidentielle, mais aussi du Congrès. Pour le sujet lui-même, l'UNRWA, c'est une petite poignée d'internationaux et puis des milliers de fonctionnaires palestiniens. Et que ce soit des enseignants, des médecins, 30 000 employés. Oui, ce sont essentiellement des Palestiniens. Et je crois que vous trouverez difficilement des Palestiniens qui aient un amour immodéré pour Israël. Donc ça veut dire... Entre dire ça et dire qu'ils sont terroristes, ce n'est pas exactement la même chose. Ben non, ce n'est pas du tout la même chose, bien sûr. Comment vous voulez... Ce sont des Palestiniens qui vivent... quiconque a passé du temps à Gaza sait que c'est très difficile, quand on est palestinien, de rester neutre. Ça ne veut pas dire qu'on est terroriste pour autant, heureusement. Non, c'est un grand classique des Israéliens d'attaquer... Parce que là, ils accusent 12 des employés d'être des terroristes, d'être directement impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Mais manifestement, ils n'ont pas de preuves. Ils parlent même de 400 terroristes à Gaza. Ils n'ont pas apporté de preuves pour l'instant. Donc je crois que tout le monde attend les preuves. Ce que cherche à faire Israël, c'est... L'UNRWA s'occupe des réfugiés palestiniens. Détruire l'UNRWA, c'est en quelque sorte ne plus avoir de problème de réfugiés palestiniens. Et ça, je pense que c'est ce qu'aimerait Israël, c'est qu'il n'y ait plus le sujet des réfugiés palestiniens avec l'éternelle question, et en effet impossible, du droit au retour, qui est impossible. Et c'est ça dont cherche à se débarrasser Israël. Ofer Bronstein, vous vouliez réagir? Oui, je pense qu'on est dans un état d'urgence. Il y a 2 millions de Palestiniens aujourd'hui qui ont besoin d'une aide humanitaire massive et urgente. Il est évident que l'UNRWA, étant sur place, a plus de moyens que les dizaines d'ONG qui agissent pour distribuer cette aide. Donc il n'est pas d'actualité aujourd'hui
de demander à l'UNRWA de faire valise et de quitter. Donc là, je dis il faut les laisser tranquilles. Mais pourquoi, Ofer Bronstein, Israël, justement, oui. les accuse? UNRWA ne devrait plus exister. UNRWA est une ovni dans l'appareil onusien qui n'existe nulle part. Elle existe depuis 75 ans. Son premier mandat était pour 3 ans et il est chaque fois renouvelé justement autour de l'histoire des réfugiés. Mais des réfugiés dans le monde, il y en a beaucoup. Il y a une seule agence onusienne qui s'occupe des réfugiés de tout le monde et une autre qui s'occupe que des réfugiés palestiniens. Donc elle a un rôle politique. Moi, je dis que l'UNRWA ne devrait plus exister, qu'elle fasse son travail maintenant face à la crise humanitaire. Mais après, il faut leur dire merci. Mais pourquoi est-ce qu'elle Ofer Bronstein ne doit plus exister alors que justement l'ancienne chef de la diplomatie française dit qu'elle est très difficilement remplaçable, même irremplaçable et indispensable. Voilà ce que dit Catherine Colonna. Avec tout le respect que je dois à Mme Colonna, je ne suis pas d'accord avec elle. Et je vais vous expliquer, on a nous-mêmes préparé un rapport par rapport à ça. Et pourquoi l'UNRWA ne doit plus exister? Parce que nous, aujourd'hui, si on fait un zoom-out, le défi qu'on doit relever demain, après-demain, quand cette guerre se termine, c'est comment ramener l'autorité palestinienne à Gaza pour prendre le contrôle. Il y a aujourd'hui une autorité palestinienne. Moi, je suis de ceux qui veulent qu'il y ait un État palestinien demain, reconnu par la France hier. C'est à l'État palestinien, à l'autorité palestinienne, de s'occuper de ces réfugiés, de s'occuper de ces écoles. Imaginez-vous qu'on crée un système onusien pour nous occuper des migrants illégaux en France. C'est aberrant. C'est à la France de s'en occuper. C'est à l'autorité palestinienne de gérer ces choses-là. C'est à l'autorité palestinienne de prendre des employés palestiniens. C'est à l'autorité palestinienne de superviser son travail. Et UNRWA est caduque. Elle ne devrait plus exister aujourd'hui pour permettre justement... Enfin, elle est caduque, vous dites, elle n'est pas caduque tout de suite. Pardon? Vous dites elle n'est pas caduque tout de suite, parce que là, elle s'occupe encore justement d'aide humanitaire. Là, on est en crise. Donc elle est la mieux placée pour gérer cette crise. Mais dès que cette crise se termine, je pense qu'il faut remercier les gens de l'UNRWA, leur donner un cadeau ou une médaille ou les gens d'honneur. Enfin, c'est 30 000 employés au Fairbrand. Je vais réagir, Éléonore Veil. Oui, Éléonore. Moi, je ne dis pas qu'il faut les licencier. Deux choses rapidement. Simplement, en ce qui concerne les 12 personnes accusées par Israël d'avoir participé activement au massacre du 7 octobre, c'est une enquête distincte de celle dont les conclusions ont été rendues hier par Catherine Colonna. Donc ça, c'est un dossier à part encore qui n'a pas été, dont les conclusions n'ont pas encore été rendues. Et je rejoins ce qui a été dit. On est en temps de crise. Effectivement, aujourd'hui, l'UNRWA est irremplaçable et il n'y a personne d'autre qui peut s'occuper de l'aide humanitaire et en général des dossiers à Gaza comme l'UNRWA le fait aujourd'hui, c'est évident. Maintenant, la neutralité de l'UNRWA, c'est pas la première fois, Israël n'a pas été le seul à la remettre en question, ça fait des années que c'est un problème et d'ailleurs dans le rapport, le problème de la neutralité, il a été tout de même soulevé, pas de la même manière qu'Israël le met en lumière. Mais il y a eu, même parmi les otages qui sont revenus de Gaza, il y a eu des histoires d'otages qui racontent qu'ils ont été tenus en captivité. Par exemple, je vous donne un exemple parmi d'autres, dans le bureau d'un professeur de l'UNRWA pendant 10 jours, sans nourriture, etc. Donc c'est évident que dans la bande de Gaza, qui est dirigée par le Hamas, quand on sait que une majorité du personnel de l'UNRWA est local, c'est-à-dire que ce sont des Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, qui sont sous le contrôle du Hamas. Je veux dire, ça me paraît, c'est évident qu'il y a des affiliations entre les membres de l'UNRWA et le Hamas. Ça a été prouvé plusieurs fois. Il y a eu même sur les réseaux sociaux, on a vu des membres de l'UNRWA, des professeurs, des anciens responsables de l'UNRWA s'exprimer, souhaiter féliciter ceux qui avaient commis les massacres du 7 octobre. Donc, je crois que sur ça, ça ne fait plus de doute. En revanche, aujourd'hui, dire que l'UNRWA suspendre les financements de l'UNRWA alors qu'on se trouve dans une crise humanitaire telle qu'elle est aujourd'hui dans la bande de Gaza, ce serait, à mon sens, une erreur. Et d'ailleurs, vous avez vu quand la distribution d'aide humanitaire, quand elle a été faite par des organismes privés qui n'étaient pas l'UNRWA, vous avez vu ce que ça a provoqué. Il y a eu des morts, ça s'est très très mal passé. En ce moment, il y a vraiment, comme je suis d'accord, un besoin précieux de l'UNRWA
pour s'occuper de la distribution d'aide alimentaire, qui est vitale actuellement. Henri Lorenz, pour réagir justement à ce qu'a dit Ofer Bronstein, il faut qu'elle arrête. Attendez, Ofer, je vais vous redonner la parole, mais je voudrais faire réagir justement Henri Lorenz à ce que vous avez dit. Est-ce qu'effectivement, à terme, il faudrait qu'elle disparaisse, cette agence, parce qu'il ne doit pas y avoir une agence spécifique pour les réfugiés palestiniens? Il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, l'UNRWA, c'est aussi le Liban. Les 200 à 300 000 réfugiés palestiniens. C'est aussi la Jordanie. Et donc, on ne voit pas, dans l'état où se trouve le Liban aujourd'hui, qui financerait l'éducation et la médecine pour 200 à 300 000 personnes au Liban. La Jordanie, qui a déjà des centaines de milliers de réfugiés, en dehors des Palestiniens, parce qu'il y a aussi des Syriens, des Irakiens, etc., ce serait une charge supplémentaire si l'État jordanien prenait la gestion de l'aide aux réfugiés. Et pour la spécificité, il y avait un peu quand même une culpabilité de l'ONU. L'ONU était l'héritière de la Société des Nations qui avait créé le mandat sur la Palestine. Et le résultat était de se retrouver avec 750 000 réfugiés en 1949. Et donc ce sentiment de culpabilité de de l'ONU comme héritière de la Société des Nations explique aussi la création de l'UNRWA dans la mesure où il y a une responsabilité morale de l'organisation internationale dans le sort des Palestiniens. Donc elle doit durer. Elle durera autant que les réfugiés palestiniens sont là, d'autant plus qu'il y a deux choses. Il y a la question de l'aide d'un côté et il y a l'immatriculation des réfugiés dans les dossiers de l'UNRWA de l'autre. Or, cette immatriculation des réfugiés crée une catégorie d'ayants droit pour les indemnités qui ont été promises depuis 1950. Indemnités par qui? Qui indemnise? Il y a, dans tous les projets de solution du conflit, il y a une indemnité qui serait accordée aux réfugiés palestiniens. Et cette indemnité, d'un côté, elle a été calculée par l'ONU qui a fait l'évaluation des biens qu'on peut dire clairement spoliés en 1949 par Israël. Donc on a cette valeur, c'est dans les archives. Donc en fait, elle fait aussi figure de mémoire, c'est ça que vous voulez dire? Et elle immatricule les réfugiés. Donc si vous voulez faire une aide, une indemnisation des réfugiés, il faut prendre les dossiers de l'UNRWA. Ofer Bronstein. Moi, je voudrais compléter ce qui a été dit par Éléonore tout à l'heure. Et je parle avec mes amis palestiniens à Gaza tous les jours. Pour vous dire le lien entre l'UNRWA et le Hamas, par exemple, quand l'UNRWA distribue des vivres aujourd'hui, les premiers services, c'est les gens du Hamas. Les gens du Hamas, c'est eux qui sont sur les camions de l'UNRWA pour être sûrs qu'ils ne sont pas volés ou qu'ils n'ont pas de problème. C'est eux qui protègent l'UNRWA. Donc il y a un lien entre l'UNRWA et le Hamas. Moi, je ne sais pas si des travailleurs de l'UNRWA ont commis des actes terroristes ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir une seule autorité palestinienne et c'est à elle de gérer la vie des Palestiniens. Quant aux réfugiés, je voudrais vous dire quelque chose. Avec tout le respect que j'ai pour les pays arabes, le problème des réfugiés a été instrumentalisé. Il est évident que la question se pose. Il est évident que depuis on a la troisième génération de réfugiés. Maintenant, les réfugiés, c'est un héritage. On le reçoit en héritage, le statut de réfugié chez l'UNRWA. Les pays comme le Liban, par exemple, c'est beaucoup d'hypocrisie. Il y a un problème de réfugiés, il va falloir le régler. Il faut aider les Libanais financièrement à agir, mais on ne leur donne pas le droit de travailler. Ils n'ont pas la citoyenneté libanaise. Le seul pays arabe qui a donné la citoyenneté aux réfugiés palestiniens, qui leur permet de travailler et qui leur permet d'être des citoyens à part entière, c'est la Jordanie. Ni la Syrie, ni l'Irak, ni le Liban, aucun pays. On avait besoin de garder ce problème des réfugiés pour le mettre à la face d'Israël et l'instrumentaliser. L'État palestinien, qui encore une fois de mes voeux aurait dû naître depuis longtemps, c'est lui qui devra à un moment donné, il y aura, on a vu les négociations entre Olmert et Abbas il y a quelques années, il y aura quelques milliers de réfugiés ou d'enfants, de petits-enfants de réfugiés qui pourront rentrer en Israël. Mais la plupart d'entre eux, on leur permettra de rentrer dans l'État de Palestine ou d'être dédommagés. Et l'administration Clinton, à l'époque, avait même donné un chiffre, pas l'ONU, mais les Américains. Je crois qu'il y avait un budget de 90 milliards. En cas de création d'un État palestinien, Ofer Bronstein. Un fonds juste pour les réfugiés. Mais pour l'instant, les pays arabes ont instrumentalisé, et l'UNRWA avec, instrumentalisé le problème des réfugiés. Alors que
Alexandra Schwarzbrod, justement, pour terminer sur l'UNRWA, il faut regarder quand même les financements, parce qu'il y a les 350 millions de dollars des États-Unis donc, qui sont suspendus. Peut-être reprendront-ils en 2025. Londres a aussi suspendu ses financements, 40 millions d'euros là. Mais on voit que le Japon a débloqué des fonds, que la Norvège, l'Espagne, l'Irlande ont même doublé leurs fonds. Mais il faudra qu'il y ait des donateurs privés pour pouvoir justement continuer à faire fonctionner cette agence, si les États-Unis ne reprennent pas le financement. Si les États-Unis ne reprennent pas, ça va être un vrai problème. Je ne sais pas si l'agence sera viable. C'est tout un chantier qu'il va falloir ouvrir très vite. Un petit mot, puisqu'il nous reste 3 minutes. Qu'en est-il de l'accord sur la trêve potentielle à Gaza? On n'en parle plus du tout, Henri Laurens. On a l'impression, est-ce qu'il y a encore des négociations? Pour l'instant, les médiateurs se sont retirés, si j'ose dire. On ne parle pas actuellement des services égyptiens qui faisaient la médiation. Quant aux Qataris, ils se sont fait injurier par des hommes politiques américains qui ont menacé le Qatar de sanctions. Et les Qatars ont répondu que si on ne voulait pas de sa médiation, elle se retire du dossier. Et débrouillez-vous sans nous. Donc on est au point mort là où ça continue. Parce que Anthony Blinken va en Arabie Saoudite dans quelques jours, manifestement. Est-ce que Ofer Bronstein? Tout d'abord, on doit... Très vite, parce que je voudrais aussi donner la parole à Éléonore Veil. On ne parle pas de cessez-le-feu parce que de facto, l'armée israélienne est en train de se retirer de Gaza. La grande partie de l'armée israélienne se retire de Gaza. Ce qui va se passer, et j'espère que non, et ça va être sur Rafah, ça va être des opérations militaires ponctuelles. Ça ne sera plus les avions et les tanks. Ça, c'est la première chose. Vous dites ponctuel et bientôt, d'ailleurs, parce que Netanyahou, manifestement, parle de quelques jours avant une offensive à Rafah. Il n'y a pas les otages, oui, Israël agira, mais pas de la même façon. Mais ce que je voulais vous dire, dans cette guerre, il n'y aura que des perdants. Et grâce à ce qui s'est passé avec l'Iran il y a quelques jours, la France, les États-Unis ont un levier de pression sur Israël qu'on n'a jamais connu. J'espère qu'ils vont l'utiliser, à la fois sur Gaza, à la fois sur l'État palestinien, à la fois pour calmer la région. Éléonore Veil, on parle beaucoup des otages aujourd'hui, justement, en Israël, parce que ça fait 200 jours. Donc ces négociations... Ces négociations, vous l'avez dit, elles sont au point mort. On a vu le Qatar dire qu'aucun des côtés n'était sérieux et menacé de se retirer de la table des négociations. On a entendu les appels aussi du Hamas à embraser la région en Cisjordanie et en Jordanie aussi également, après que la Jordanie ait défendu d'une certaine manière Israël lors de l'attaque de l'Iran sur le territoire israélien. Donc on est clairement au point mort. C'est un moment extrêmement difficile pour les familles des otages. On a vu des images d'une table pour les fêtes de la Pâque juive, d'une table si vous voulez, vide, avec les photos des otages qui a été mise à feu il y a quelques jours pour marquer le désespoir et la détresse dans laquelle se trouvent les familles des otages, qui sentent bien qu'un accord pour faire libérer ces otages est aujourd'hui au point mort. Et c'est des fêtes de Pâques extrêmement triste, et c'est le sentiment qu'on est vraiment loin d'un accord pour faire libérer les otages, et que effectivement la guerre, certains diront la guerre est finie, les batailles continuent, et puis sûrement le point de Rafah, les combats vont se concentrer ces prochains jours sur Rafah, mais la guerre comme on l'a connue il y a 6 mois semble, en tout cas pour l'instant, être terminée, et aucun otage n'est revenu depuis novembre, en tout cas dans le cadre d'un accord. Ofer Bronstein disait que les États-Unis et l'Europe avaient un levier sur Benyamin Netanyahou. On peut aussi le voir autrement. C'est que Benyamin Netanyahou, qui était montré du doigt, isolé il y a 15 jours, là, depuis l'affaire iranienne, il sort plutôt renforcé de cette affaire. Oui, mais là, il est quand même beaucoup plus puissant qu'il ne l'était il y a 15 jours. Donc j'ai peur que ça le galvanise plutôt que ça le calme, cette affaire. Il a parlé au président Macron hier, et je crois qu'il a bien écouté le président Macron, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Merci d'avoir été avec nous, Ofer Bronstein, Éléonore Veil, Henri Laurens. Merci beaucoup, Alexandra Schwarzbrod. Merci à vous tous d'avoir suivi ce débat que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et également en podcast. Restez avec nous, à demain.